Bonjour, bonsoir. Je voudrais remercier Camille et donc les gens qui participent au comité qui ont organisé cette semaine, qui m'ont demandé de venir vous parler. Merci à vous aussi d'être là ce soir. Merci à Alexandre aussi pour cette invitation à discuter, débattre. Peut-être serons-nous d'accord, peut-être serons-nous pas d'accord. J'espère que ce soit plus intéressant que nous ne serons pas d'accord sur tout quand même. Vous m'entendez? C'est bon en arrière ou... Donc, la question, on me demande donc de répondre à la question vivons-nous en démocratie? Évidemment, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La plus facile, évidemment, est de dire oui, puisqu'on parle, tout le monde est pour la démocratie, les politiciens sont pour la démocratie, les journalistes sont pour la démocratie. On nous apprend à l'école, on nous apprend dans les manuels scolaires l'histoire de la fondation des démocraties modernes. Pour la France, 1789 est très important. Aux États-Unis, l'indépendance des États-Unis. Au Canada, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, le chef de l'État du Canada est encore la reine Élisabeth II. Donc, on est une monarchie, mais même nous, en fait, on dit qu'on est une démocratie. Et donc, tout le monde est convaincu de vivre en démocratie, que la démocratie est aussi, sinon le meilleur des régimes, du moins le moins pire. Et on nous dit qu'à travers la démocratie s'exprime la souveraineté de la nation, que nous sommes donc des nations libres et souveraines. Et puis, évidemment, comme vous le savez, dans notre projection à l'international, sur la scène internationale, évidemment, on se distingue, nous, par la démocratie. La démocratie, en fait, est la preuve de notre supériorité civilisationnelle sur d'autres nations barbares, comme vous le savez, que nous bombardons pour leur offrir les lumières de la démocratie d'ailleurs. Et donc la réponse conventionnelle, évidemment, c'est de dire oui, nous sommes en démocratie, puisqu'au niveau nominal, donc de la façon d'appeler notre régime, tout le monde s'entend pour dire que c'est une démocratie. Et donc, si les mots et les objets concordent, alors il n'y a pas vraiment de débat. Évidemment, on peut aussi, et c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, répondre non à la question. On a eu une petite heure, donc c'est pas beaucoup. Évidemment, si vous êtes convaincu qu'on est en démocratie, ce que je vous encouragerais à faire, si vous avez le temps et l'énergie et l'envie, c'est peut-être pas simplement vous contenter de ce que je vais dire ce soir, mais aussi faire peut-être l'exercice d'aller voir d'autres sources qui sont critiques de la démocratie, puisque, comme je viens de le dire, nous sommes socialisés, éduqués, endoctrinés, pourrait-on dire, à croire que nous sommes en démocratie. Donc, c'est évidemment plus difficile en 45 minutes de démontrer que nous ne sommes pas en démocratie. Pour prendre un exemple de cette difficulté, en fait, de renverser les certitudes au sujet des vérités officielles, Noam Chomsky, donc un intellectuel américain, disait moi, je suis bien prêt à dire que tous les présidents des États-Unis sont en fait des criminels de guerre selon les normes du droit international, mais démontrer ça à la télévision en 4 minutes, c'est tout simplement impossible parce qu'en fait, dans l'histoire américaine, tout le monde pense que nos présidents sont des héros nationaux. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de dire et de démontrer quelque chose qui va à l'encontre du sens commun que de simplement dire « nous sommes en démocratie, nos présidents sont des héros, notre armée est bienfaitrice, etc. etc. » Donc, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de résumer très, très, très brièvement ce que je dis dans mon livre au sujet de l'histoire du mot démocratie, mais je ne veux pas complètement résumer mon livre, surtout que hier, j'étais invité par le même collectif à présenter mon livre, donc c'est un peu redondant s'il y a des personnes qui étaient déjà là hier soir. Mais surtout, je vais essayer de vous montrer comment je pense qu'on peut répondre par la négative à la question, à tout le moins dans un axe philosophique, donc au niveau conceptuel, historique en regardant les institutions que nous identifions comme démocratiques aujourd'hui, politique en regardant les acteurs et économique en regardant donc la sphère de production économique. Et je laisse donc probablement les réflexions juridiques à Alexandre qui est beaucoup mieux outillé que moi pour réfléchir en termes de droit. Donc, très rapidement pour vous dire que dans l'ouvrage, la discussion que je propose, c'est en fait une étude sur le mot lui-même. Donc là, on est au niveau du mot, pas au niveau de la chose. Évidemment, comme vous le savez, en politique, il y a toujours des possibilités de débat interprétatif sur le sens des mots. Et ce que j'ai essayé l'énigme à laquelle j'ai essayé de répondre, en fait, c'est j'ai essayé d'expliquer pourquoi, quand on se plonge dans les textes de ceux qu'on appelle les pères fondateurs de la démocratie moderne, justement, donc en France et aux États-Unis, pourquoi ces fameux pères fondateurs
En fait, quand on regarde leurs textes, leurs discours, même leurs journaux personnels, les manifestes qu'ils écrivaient, pourquoi en fait ils parlaient si peu de démocratie? Donc le mot lui-même n'était pas dans le discours, dans le vocabulaire de ces révolutionnaires pour la France ou de ces indépendantistes pour les colonies britanniques. Et surtout, les rares fois qu'ils utilisaient le mot démocratie, c'était toujours péjoratif. Donc ils étaient contre la démocratie. Il y a une liste presque infinie de citations de personnalités des deux côtés de l'Atlantique que je cite donc dans l'ouvrage. De mémoire, là, John Adams, par exemple, le deuxième président des États-Unis, mais qui était aussi un des leaders du mouvement indépendantiste dans les colonies britanniques, avait dit, si je me rappelle bien, quelque chose du genre la démocratie, c'est un régime tyrannique, sanglant, cruel et injuste, ou quelque chose comme ça. Bref, selon ma compréhension, c'est donc un jugement plutôt péjoratif. Et on a le même genre de commentaires en France. Des républicains français vont dire la démocratie, c'est l'horreur, c'est le plus grand des fléaux, etc. Évidemment, vous pourriez trouver des exceptions, mais disons que tendanciellement, le mot démocratie ou la démocratie n'est pas le projet auquel ils s'identifient. Évidemment, vous le savez, rapidement, ils vont se désigner comme des républicains. Leur projet, c'est la République. Mais la République n'est pas synonyme de démocratie pour eux. Et pour faire très très vite, en fait, en raison de leur éducation classique, ils ont lu les Grecs et les Romains, en raison de leur position de classe, de leur position institutionnelle, la démocratie pour eux, c'est quelque chose de très clair. C'est le peuple assemblé à l'agora. Donc c'est leur référence, en fait, leur modèle, c'est un contre-modèle, en fait, c'est Athènes. C'est le peuple assemblé à l'agora. Et donc avec cette conception classique, ils disent, des deux côtés de l'Atlantique, ce n'est surtout pas ça que nous voulons former dans notre lutte politique, parce qu'en fait, disent-ils, ce peuple qui est assemblé à l'agora, il est irrationnel, il est facilement manipulable par les démagogues, il est factieux, rapidement il fait dériver la société vers la guerre civile, et généralement il s'en prend à la propriété privée et aux riches, et on termine avec un bain de sang. Et donc, nos leaders républicains des deux côtés de l'Atlantique, donc, ne veulent surtout pas créer une démocratie. Et comme ils sont cohérents, donc, ils n'utilisent pas le mot pour parler de leur projet. Et le mot démocratie, en fait, pendant ces deux conflits politiques, sont utilisés par leurs opposants, par les monarchistes en France ou par les loyalistes monarchistes dans les colonies britanniques, qui accusent les républicains d'être démocrates. C'est une insulte. Et les républicains disent non, non, nous ne sommes pas démocrates. Les démocrates, ce sont les leaders des mouvements populaires. Et du coup, ils les guillotinent, en fait. Et donc, pour faire très vite, c'est évidemment simplifié, mais l'étiquette, le label démocrate, à cette époque, c'est un peu l'équivalent, le synonyme d'anarchiste aujourd'hui. Donc, ce sont des rebelles égalitaristes, pas très sérieux. Il y a même des références à la jeunesse. On sait bien d'être démocrate à 18 ans, mais c'est pas sérieux d'être encore démocrate à 30 ans, etc. Donc, comme je vous dis, c'est une présentation très rapide, c'est beaucoup plus développé, j'espère plus convaincant dans l'ouvrage. Et donc, ce que j'ai essayé de voir, de comprendre, donc, c'est à partir de quel moment le mot change de sens, c'est-à-dire qu'il ne désigne plus le peuple assemblé à l'agora, mais qu'il désigne en fait le système électoral. Et à quel moment aussi les élites politiques élues elles-mêmes commencent à dire que nous vivons en démocratie et qu'elles sont démocrates. Et pour faire, encore une fois, très vite, donc c'est aux États-Unis que ça se joue en premier vers 1830, avec une campagne présidentielle à laquelle participe Andrew Jackson, qui est le premier, en fait, candidat à la présidence aux États-Unis qui va se prétendre défenseur de la démocratie, qui va se dire démocrate et qui va remporter les élections. Et en quelques années, en fait, ses adversaires vont aussi commencer à dire qu'ils sont pour la démocratie. Et évidemment, ce que ça signifie, ce que ça évoque à ce moment-là, c'est que ce sont des candidats qu'ils seront des présidents au service du peuple. En fait, c'est un discours, disons, populiste. Jackson, d'ailleurs, dit « Je suis pour la démocratie contre l'aristocratie corrompue ». À ce moment-là, il parle aux États-Unis de l'aristocratie financière, des grandes villes portuaires, entre autres, Boston, Philadelphie, et de l'aristocratie politicienne de Washington. L'histoire est, disons, si on la regarde dans ces grandes lignes, si on brosse à grands traits l'histoire,
il y a un phénomène un peu similaire en France, sauf que c'est décalé un peu dans le temps, et c'est vraiment en France 1848, donc la Révolution républicaine, qui marque ce tournant où là aussi tout le monde commence à se dire pour la démocratie, et donc des commentateurs comme François Guizot ou Auguste Blanqui à l'époque vont dire c'est vraiment lamentable, en fait le mot démocratie n'a plus aucun sens parce qu'en fait tout le monde est démocrate maintenant, il y a même des aristocrates qui se disent pour la démocratie et on parle même d'une monarchie démocratique à l'époque. Donc le mot a été récupéré par tout le monde, mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait premièrement il y a un double renversement de sens. Premièrement, il passe d'un sens totalement péjoratif, un sanglant, cruel, tyrannique, le chaos, l'immoralité, etc., à un sens positif. À peu près aux mêmes années, vous avez des poètes et des journalistes qui vont dire la démocratie, en fait, c'est le summum de la raison, de la juste morale et même de la volonté de Dieu. Donc, on a vraiment eu un renversement absolument complet du sens normatif du mot. Et puis aussi, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il désigne, l'objet qu'il désigne n'est plus la même chose. Il désignait donc Athènes et des agoras où les gens délibèrent, et puis maintenant il désigne un régime électoral. Et ce qui est intéressant, je pense, de constater, c'est que ce changement de nom, donc ce nouveau baptême du régime, a lieu alors que le régime, lui, n'a pas changé de forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transformation organisationnelle ni aux États-Unis ni en France. Évidemment, en France, vous pourrez me dire, oui, mais il y a eu la révolution républicaine de 1948. Oui, mais c'est un peu la même chose que 1789, qui déjà ne se disait pas démocratique. Et en fait, en 1848, évidemment, c'est la question du suffrage, l'élection, c'est l'abolition de la monarchie, mais quand même, on ne met pas en place des agoras, on ne se débarrasse pas des institutions législatives et des corps élus. Et donc, le sens du mot change doublement. Et comme je vous l'ai mentionné, et là, je ne vous ferai pas l'histoire parce que j'ai pas le temps et peut-être que l'histoire du Canada ne vous intéresse pas tant que ça, mais le succès est tellement grand qu'après ça, il va y avoir en fait une réappropriation par les élites ailleurs en Occident, et donc même dans des pays comme le Canada, comme je vous ai mentionné, où nous sommes encore en monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a eu ni indépendance de la couronne, ni révolution républicaine. Même là, en fait, nos élites, à partir, là c'est un peu plus tard, c'est au début du 20e siècle, c'est lié à la Première Guerre mondiale, en fait, nous, on commençait à dire, nous sommes en démocratie, nous sommes démocrates et nous défendons la démocratie contre la barbarie à cette époque, la barbarie évidemment germanique, des Wisigoths-Boches. Et donc, dans tous les cas, c'est évidemment un jeu de distinction, parce que là aussi, au Canada, effectivement, il n'y a eu aucune modification organisationnelle dans le processus de prise de décision. Ce n'est pas à partir du moment où on nous a dit que le Canada était une démocratie qu'on nous a offert des instances où nous pouvions délibérer, prendre nos décisions pour nous. Donc, ça c'est au niveau de l'histoire du mot. Donc, vous voyez déjà que si vous avez suivi mon raisonnement jusqu'à maintenant, j'ai quand même une sorte de scepticisme, voire de cynisme par rapport aux déclarations qui disent que nous vivons en démocratie, parce que simplement en retraçant l'histoire du mot, ce que j'ai cru constater, c'est qu'il s'agit en fait de ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeu de marketing politique. En fait, les politiciens qui voulaient être élus ont commencé à parler de démocratie pour aller chercher des votes, mais sans que ça implique des modifications substantielles de la structure organisationnelle, politique et du pouvoir en fait réel des citoyens. Maintenant, si je reviens à ce que je vous ai proposé, au programme que je vous proposais, donc, je vais continuer à essayer de réfléchir avec vous à cette idée que nous ne sommes pas en démocratie. Et là, évidemment, ça va aller assez rapidement, probablement trop rapidement. Il y aurait des nuances à faire, évidemment, et des mobilisations d'autres auteurs et d'autres théories. Mais donc, je vais essayer de répondre par la négative, à la fois d'un point de vue philosophique ou conceptuel, même si j'ai déjà commencé à le faire un peu avec l'histoire du mot, historique et institutionnel, politique, donc les acteurs, et économique. Et donc, indépendamment de l'histoire du mot que je viens de vous faire, que je viens de vous relater, qui en fait laisse entendre qu'il y a des raisons politiques en fait pourquoi on parle de démocratie, c'est le résultat d'un rapport de force. Le sens du mot a été nourri en fait par des rapports de force entre des factions, des forces politiques, des acteurs politiques qui avaient des intérêts concrets, matériels, des intérêts politiques. Si on revient, disons, si on se détache un peu des luttes politiques concrètes et historiques et qu'on revient à la philosophie politique,
Alors, évidemment, ce n'est pas un scoop, vous le savez, la démocratie, dans l'histoire de la philosophie politique occidentale, elle est évidemment associée à Athènes, et elle est distinguée, en fait, d'autres régimes politiques. Donc, on parlera de la monarchie, de l'aristocratie, de la démocratie, dans la typologie traditionnelle des régimes. C'est, en fait, d'un point de vue, on pourrait dire mathématique, les trois possibilités. C'est-à-dire, soit qu'il y a une personne qui nous gouverne, c'est la monarchie, soit qu'il y a une minorité de personnes qui nous gouvernent, c'est l'aristocratie, soit que la majorité gouverne, c'est la démocratie. Dans l'idée de la démocratie, on laisse entendre, et là je fais référence par exemple à des auteurs comme Castoriadis aussi, on laisse entendre donc le démos, donc le peuple qui est assemblé à l'agora et qui légifère, qui prend des décisions et qui les exécute, est libre, il est autonome parce que justement il se donne ses propres lois et qu'il n'est pas soumis à la décision d'une autorité supérieure, que ce soit justement un monarque ou un aristocrate. Après ça, évidemment, on pourrait avoir une discussion sur la tyrannie de la majorité, par exemple. On pourrait y revenir, si vous voulez, plus tard. Et donc, avec cette typologie classique des trois régimes possibles, évidemment, cette précision conceptuelle ne règle pas plusieurs problèmes de fond. Par exemple, qui est le démos? Évidemment, vous savez bien qu'à Athènes, le démos, ce n'était que des hommes de parents grecs, adultes. Évidemment, c'était lié au service militaire, à la possibilité de faire la guerre, et donc étaient exclus, comme on le sait, les femmes, les esclaves, les étrangers. Et donc, on peut évidemment imaginer des débats ou des luttes à la fois conceptuelles et politiques pour élargir le démos selon des principes d'inclusion, par exemple. Mais très certainement, si on revient donc avec cette typologie, aujourd'hui, si on regarde qui prend les décisions, qui peut délibérer, qui est autonome, en fait, qui est réellement souverain, ce n'est pas tant la fameuse nation qu'on dit souveraine, mais très certainement les dirigeants au sommet de l'État, l'Assemblée nationale, voire l'exécutif, et la philosophie politique, l'histoire de la philosophie politique, a un nom pour désigner ce régime, qui est un nom en fait très peu connu. Bernard Manin, entre autres, un politologue qui a écrit sur le gouvernement représentatif, a retracé l'histoire de cette réflexion, qu'on retrouve par exemple chez Spinoza, chez Montesquieu et chez d'autres philosophes, qui disent en fait, quand une communauté choisit par élection quelques individus pour la diriger, en fait, nous ne sommes pas en présence d'une démocratie. L'élection n'est pas un processus démocratique. Nous sommes en présence, en fait, d'une aristocratie, puisque c'est une toute petite majorité d'individus qui vont être amenés à gouverner. Évidemment, on peut penser que tout le monde participe à l'élection, mais élire n'est pas décider, élire n'est pas voter des lois, élire n'est pas être autonome. Élire, pour le dire comme les anarchistes, c'est simplement se donner des maîtres volontairement. Et donc, les philosophes comme Spinoza et Montesquieu disent il y a là donc un principe aristocratique. On peut imaginer que les gens, dans le processus électoral, pensent choisir les meilleurs d'entre eux. C'est le moindre espoir. Mais dans tous les cas, c'est une aristocratie. Ce n'est pas une aristocratie traditionnelle, comme on l'entend souvent, liée à la noblesse, au féodalisme ou à l'hérédité, mais c'est quand même une aristocratie élue, une aristocratie élective. Mais très certainement, le principe d'élection n'est pas un principe démocratique. Et donc, je vous renvoie au livre de Bernard Manin si vous voulez avoir plus de substance au sujet de cette réflexion. Et donc, aujourd'hui, très certainement, vous le savez, en France, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, une des seules choses que le simple citoyen ou la simple citoyenne peut faire, c'est à la limite voter, mais très certainement, nous ne pouvons pas proposer des lois, nous ne votons pas au sujet des lois, ce sont les élus, l'exécutif ou le législatif qui décident, ordonnent, aussi bien au niveau national, intérieur, qu'au niveau international, par exemple les déclarations de guerre ou les traités internationaux, commerce, etc. On pourrait avoir une discussion sur une discussion à savoir si la notion d'aristocratie élective vous convainc ou vous satisfait. Évidemment, il y a d'autres termes qui sont possibles, l'oligarchie aussi, évidemment, la plutocratie, etc. Mais en tout cas, c'était simplement un petit commentaire
au niveau de la philosophie politique. Donc, il y a effectivement, au niveau conceptuel, possibilité de répondre non à la question « sommes-nous en démocratie ?» et donc proposer même une autre étiquette. Ensuite, si on regarde au niveau historique, et là, sans revenir sur ce que je vous ai présenté au tout début sur l'histoire du mot lui-même, mais j'aimerais attirer votre attention sur l'histoire des institutions. Nous avons une drôle d'habitude, nous, par exemple, les politologues ou les universitaires ou les gens qui racontent l'histoire occidentale et l'histoire de la démocratie, il y a une drôle de tradition, une convention même, de dire qu'en fait, la démocratie a été inventée à Athènes et qu'elle se perpétue aujourd'hui en France ou aux États-Unis ou ailleurs, mais simplement, c'est une autre forme de démocratie. À Athènes, il y avait la démocratie directe et aujourd'hui, on a la démocratie représentative. C'est pas de notre faute vraiment, c'est parce que maintenant, les nations sont trop nombreuses, il y a trop de gens, on est étendu sur des trop vastes territoires, ce ne sont plus les cités comme à l'époque d'Athènes, mais maintenant, ce sont les nations et les pays. Et donc, c'est simplement un résultat, disons, des contraintes matérielles et techniques qui font que nous n'avons plus la démocratie directe et que nous avons la démocratie représentative. Mais en fait, on nous dit que c'est la même histoire, que c'est la même institution qui s'est perpétuée de la Grèce à aujourd'hui. En fait, cette histoire, elle est fausse, simplement d'un point de vue technique. Il n'y a en fait pas de lien historique institutionnel entre Athènes avant Jésus-Christ et l'Assemblée nationale à Paris aujourd'hui, ou la Chambre des communes à Ottawa, encore moins d'ailleurs, parce que les Grecs ne connaissaient même pas l'Amérique, et l'Amérique ne connaissait pas les Grecs non plus d'ailleurs. Et en fait, l'Amérique ne savait même pas qu'elle s'appelait l'Amérique. Et donc, c'est une histoire totalement réinventée, c'est une histoire reconstruite, c'est un héritage légendaire qui a d'ailleurs pas toujours subsisté. En fait, les fameux pères des démocraties modernes, entre guillemets, dont je vous ai parlé tout à l'heure aux États-Unis ou en France, en fait, quand ils ont réalisé les révolutions ou l'indépendance, n'avaient pas du tout Athènes comme modèle, je vous l'ai dit, mais avaient Rome. C'était Rome le modèle des révolutionnaires. D'ailleurs, pour les indépendantistes aux États-Unis, ils ont même repris les noms des institutions, comme le Sénat romain, ou la République romaine, par exemple, la République aux États-Unis a repris le symbole de l'aigle à Rome, mais donc on s'identifiait aux Romains, on ne s'identifiait pas aux Grecs. Et c'est seulement vers 1850 environ que Athènes est revenue à la mode, est devenue un modèle à la fois culturel et politique, mais ce n'était pas du tout la référence. Et donc, au fil des générations, et très certainement maintenant, on nous raconte cette histoire imaginée que nous sommes en fait les descendants d'Athènes. Mais dans les faits, c'est absurde. En fait, historiquement, évidemment, Athènes a été, on pourrait dire, détruite. Puis après ça, il y a eu Rome. Puis après ça, Rome elle-même a été détruite par les fameux barbares, encore tout le temps d'ailleurs, les Boches, qui ne sont pas démocrates. Et puis après, il y a ce Moyen-Âge, qui est une sorte de zone d'ombre, généralement, quand on nous raconte l'histoire. Et puis après, il y a nous. Et donc, il n'y a pas de filiation institutionnelle. Et en fait, ce qui est identifié aujourd'hui comme le cœur ou la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, de manière conventionnelle, donc les fameux parlements, en fait, ces parlements, ils sont créés par les rois au Moyen-Âge, pas du tout en référence à la démocratie ou à la souveraineté du peuple ou à la souveraineté de la nation, mais les parlements, comme vous le savez peut-être, sont des institutions qui, à l'époque, évidemment, n'ont pas exactement les structures qu'on leur connaît aujourd'hui, mais qui sont en fait mis en place par les rois, parce que les rois ont besoin d'aide en fait pour lever des fonds, parce que les rois ont besoin d'argent, ils ont de la difficulté en fait à extorquer de l'argent à leur population, et ils convoquent donc les grands du royaume dans ces parlements, ils ont différents noms selon les royaumes, pour venir discuter avec eux et essayer d'avoir une entente pour avoir de l'aide pour lever des impôts et des taxes. Et comme vous le savez, au fil des siècles, en fait, cet espace devient un lieu de confrontation entre les seigneurs et la monarchie. Et les Anglais, par exemple, seront les premiers à couper la tête de leur roi. Et ce sera justement les parlementaires qui vont déclencher une révolution contre le roi, une révolution républicaine. Mais donc, ces parlements, ces institutions parlementaires qui évoluent dans le temps, elles ne viennent pas d'Athènes du tout. Elles ne viennent pas de Rome non plus, elles ne viennent même pas des Boches, en fait, elles viennent des rois, elles sont instaurées un peu partout
et même dans les colonies britanniques, il y avait des assemblées, et des individus comme John Adams, en fait, étaient des élus dans leurs assemblées coloniales. Et dans la lutte d'indépendance aux États-Unis ou dans la lutte républicaine en France, et même dans l'histoire plus tranquille du Canada, en fait, sur 10, 15, 20, 30 ans, sur plusieurs générations, en fait, on assiste à une lutte constante entre la couronne et les parlements, et en fait, au 20e siècle, au 19e et au 20e siècle, en fait, plus le temps file et plus les parlements, en fait, gagnent sur la couronne et s'arrogent tous les pouvoirs politiques. Et évidemment, après ça, c'est divisé entre le législatif et l'exécutif, bien évidemment. Et puis, de toute façon, les cadres généraux dans lesquels on parle de démocratie aujourd'hui n'ont évidemment rien à voir aussi avec Athènes ou les Grecs. C'était à l'époque la cité, alors qu'aujourd'hui, la France, l'Angleterre, même le Canada, d'une certaine manière, sont le résultat, en fait, d'une transformation au niveau des entités politiques monarchistes du Moyen-Âge, en fait. C'est les anciens royaumes qui sont devenus des pays républicains ou des démocraties, selon ce qu'on nous dit. Enfin, deux autres axes de commentaires, deux autres axes de réflexion pour répondre par la négative à la question « sommes-nous en démocratie ?» L'axe politique. Donc, évidemment, là, je vais faire écho un peu à ce que j'ai déjà dit sur la notion d'aristocratie élective. Disons, d'un point de vue sociopolitique, quand on regarde le profil de nos décideurs, quand on se demande qui décide, la fameuse question en philosophie politique, qui décide, on voit donc qu'il s'agit d'une toute petite clique, ce sont donc les élus, qui appartiennent par ailleurs, ça c'est simplement des réalités sociologiques, des réalités factuelles, qui appartiennent évidemment à une classe de privilégiés, ce sont souvent des avocats, avec tout le respect que j'ai pour les avocats. Au Canada, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup de journalistes. On a beaucoup de médecins. En fait, le Québec, en ce moment, est dirigé par des médecins. C'est assez souffrant, d'ailleurs. Et puis, selon les pays, ce n'est pas partout le cas, mais en tout cas, généralement, les comptes en banque semblent assez bien garnis, des gens qui sont élus. Souvent, une proportion étonnante de millionnaires, par exemple, dans les assemblées électives. Et évidemment, par définition, il n'y a aucun chômeur, puisqu'ils ont tous un travail, ils sont élus. Évidemment, en majorité des hommes. Et puis après ça, on peut y aller avec d'autres, évidemment, catégories sociales. Mais clairement, en fait, dans les assemblées législatives, nous avons des catégories sociales privilégiées. Donc, du point de vue de l'idéal de la représentation miroir, c'est-à-dire cet espoir que l'Assemblée élue représente en petit la population qui est représentée, en fait, il y a vraiment une distorsion importante entre qui est au pouvoir, qui vraiment prend les décisions, et la population qui est supposée être représentée. Et puis ensuite, en termes de représentation d'intérêts, là aussi, il y a une forte distorsion. Évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais quand même, des médecins, on leur fait confiance, c'est des gens généreux, ils sont là pour notre santé, ils connaissent bien nos intérêts. Bon, en fait, peut-être votre médecin, je ne sais pas, mais sauf que concrètement, d'un point de vue socio-politique, même s'ils ne prennent pas des décisions qui sont toujours catastrophiques pour tout le monde à tout moment, et que parfois, effectivement, il y a des décisions qui sont prises dans l'intérêt des plus démunis ou des marginaux ou des exclus. La sociologie politique montre bien que les dirigeants, quand même, ont des exigences de réponse très fortes, moins peut-être à l'électorat qu'à ceux qui financent leur campagne électorale. Pour l'anecdote, George W. Bush, donc Bush le second ou le petit, selon le terme qu'on veut lui accoler, bref, le fils, avait dit devant un parterre de millionnaires qui avaient financé sa campagne électorale, il avait dit « on vous désigne comme l'élite, mais pour moi, vous n'êtes pas l'élite, vous êtes ma base. » C'est-à-dire ma base électorale. Vous êtes ceux à qui je réponds et ceux pour qui j'ai été élu et ceux dont je vais défendre les intérêts. Je ne suis pas un spécialiste de la politique française, donc peut-être qu'ici, évidemment, il y a effectivement des parois imperméables entre les puissances de l'argent et l'élite politique. C'est possible. Évidemment, la France est un régime à portée universelle,
c'est un modèle pour tous, mais en tout cas au Canada et au Québec, c'est clair, et des commissions d'enquête le démontrent régulièrement. Il y a évidemment non seulement l'argent propre, c'est-à-dire les lois permettent évidemment le financement des partis politiques, mais il y a aussi en plus le problème de l'argent sale, c'est-à-dire qu'en plus, il y a de la corruption. Au Canada. En France, ça m'étonnerait. Et donc, on voit bien qu'entre des millionnaires qui arrivent à donner de l'argent à des partis pour les élections et une personne qui met un bulletin de vote, évidemment, on ne peut pas voir là, évidemment, une représentation d'intérêt symétrique. Et donc, des collègues, j'en nomme deux, mais il y en aurait plusieurs à nommer. Donc, Colin Crouch, un Britannique qui a écrit un livre qui est malheureusement, je pense, pas traduit en français, qui s'appelle « Post-démocratie », et Wendy Brown, qui, elle, a des textes traduits en français sur la dédémocratisation, par exemple, s'entendent pour dire non seulement... en fait, ces deux auteurs ne disent pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même à l'origine même du fondement politique, historique ou philosophique de nos régimes, nous ne sommes pas en démocratie, mais ce que ces auteurs constatent, c'est plutôt qu'aujourd'hui, il y a une dégradation très importante des institutions dites représentatives ou de l'élite politique. Et là, Crouch comme Brown vont identifier différents problèmes que vous connaissez probablement. Donc, une réduction en fait du choix électoral. Les partis les plus importants ou qui ont des chances de remporter les élections ont des programmes qui sont de plus en plus similaires. Une élite interchangeable, c'est-à-dire que vous êtes élu président ou ministre, et puis quand vous êtes retourné au civil, vous vous retrouvez en fait président d'une compagnie ou sur le conseil d'administration de grandes compagnies, consultant pour des firmes internationales, et puis hop, vous pouvez vous refaire élire, revenir aux affaires, etc. Donc une élite, mais tout le temps en restant dans les catégories. Donc il y a des transferts entre les élites. Tout à l'heure, je parlais des médecins, c'est quand même une élite. Les journalistes, c'est une élite aussi. Donc ces gens-là passent d'une élite à l'autre. Et puis, évidemment, ce qui a été bien analysé par Crouch et Brown aussi, c'est tout l'impact délétère, évidemment, des équipes de marketing politique, donc qui traitent en fait le produit électoral comme un produit marchand. Et vous savez que ça va très loin. On regarde la couleur de la cravate du candidat, la façon dont il parle, sa coupe de cheveux. Bon, moi, j'ai pas ce problème, mais en tout cas, mais j'ai pas d'équipe de marketing non plus. Mais donc ça, évidemment, on est loin de l'idéal de la représentation de la souveraineté populaire. Et clairement, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir, en fait, tout simplement. Wendy Brown va aussi mentionner, évidemment, l'influence des institutions extérieures qui ne sont pas directement élues. Bon, FMI, Banque mondiale, Banque européenne, vous les connaissez, en tout cas les Grecs les connaissent, vous leur demanderez. Et puis après, Wendy Brown dira aussi qu'il y a des problèmes au niveau de la culture occidentale de la fin du 20e siècle et du début du 20e siècle. Donc là, on peut avoir des débats sur l'influence de cette culture, on peut avoir des désaccords, mais en tout cas, Wendy Brown dit l'esprit néolibéral, l'esprit individualiste, la logique du coût-bénéfice est en dissonance, en fait, avec les principes démocratiques fondamentaux du bien commun. Ça aussi, évidemment, c'est des principes, là, c'est des valeurs, c'est pas nécessairement des faits, mais l'esprit démocratique, l'engagement citoyen, désintéressé, etc. Et donc, les deux parlent de soit post-démocratie, soit de démocratisation. Et je reviens donc sur cette question politique avant de passer à la question économique parce que le temps file. Et donc un dernier peut-être un problème avec la façon dont le processus électoral fonctionne d'un point de vue de la sociologie politique, donc pas d'un point de vue de la philosophie ou de l'histoire du Parlement, ou etc., mais d'un point de vue de la sociologie politique, c'est que, évidemment, un des arguments en faveur des élites, un des arguments en défaveur de la démocratie directe, où les gens se réunissent pour délibérer, décider de leurs affaires communes, c'est qu'on dira souvent, on entendra souvent en tout cas, que le peuple est trop incompétent en fait pour gérer ses affaires et que heureusement que nous avons une élite qui nous gouverne car eux ont une compétence à la gouvernance ou à la gouverne. Or, en fait, la sociologie politique montre une chose de claire, c'est que la seule compétence qu'ils ont, évidemment, c'est de se faire élire. Ça va de soi, en fait. Il faut énormément d'énergie, il faut énormément de volonté,
il faut énormément de désir de pouvoir pour mener une carrière politique comme celle de quelqu'un qui veut devenir président des États-Unis ou président de la France ou premier ministre. C'est un investissement absolument énorme. On n'est pas choisi comme ça au hasard. On ne se lève pas le matin en disant « Ah, je vais envoyer mon CV, je vais voir si je suis pris. » Et c'est vraiment des manœuvres. Et donc là, ce n'est pas une question de est-ce que ces gens-là sont mal intentionnés ou c'est quoi leur motivation au départ. Moi, je ne suis pas dans leur tête, je ne peux pas vous répondre. Mais clairement, ils doivent manœuvrer au sein de leur parti, ils doivent créer des alliances, ils doivent avoir des appuis. Et donc, clairement, la première compétence pour ces individus, c'est d'arriver à manœuvrer, à être des bons politiques et à se faire élire. Mais ça, cette compétence, elle ne signifie pas du tout qu'ils ont une compétence dans la gestion des services hospitaliers, de la facultarisation de nos universités et des programmes d'enseignement, même pas dans les considérations stratégiques et géostratégiques du Moyen-Orient pour régler des problèmes qu'on ne comprend pas, ou la garde des enfants, ou l'immigration, ou que signifie l'islam et comment lire le Coran. Il n'y a aucun lien entre se faire élire et avoir une compétence particulière dans tous ces domaines. Et là, je ne parle pas de l'environnement, de l'écologie, du droit des animaux et de l'égalité homme-femme et de tous les autres problèmes qui peuvent être débattus en Assemblée nationale, droit à l'avortement, etc. Donc, cette idée que nous ne sommes pas capables, nous, de nous gouverner parce que nous sommes incompétents, peut-être, mais en tout cas, ceux qui sont élus, il n'y a rien qui démontre qu'eux sont plus compétents que nous. Enfin, dernier axe de réflexion, donc je vais peut-être m'en tenir dans mon temps, d'autant plus que j'ai aucune idée à quelle heure j'ai commencé, donc j'ai beau regarder mon horloge, ça ne me sert à rien. Ça fait une demi-heure. Économique. Et donc, je ne reviendrai pas sur l'arrimage ou l'influence des puissances économiques et financières sur l'élite politique. Je veux ouvrir la réflexion sur un autre secteur, c'est-à-dire réellement le secteur de la production, du travail salarié, du contrôle de la richesse. Parce qu'après tout, si vous avez un travail salarié, donc si vous n'êtes pas sans emploi, ou si vous n'êtes pas étudiant ou étudiante à temps plein, ou si vous n'êtes pas retraité, ben en fait, une bonne partie de votre vie éveillée se passe au travail. Et donc, si on dit qu'on vit en démocratie, ça peut être intéressant d'aller voir qui décide sur le lieu de travail. Et donc, ben, la réponse, elle est assez simple. Si vous êtes patron, c'est vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas vous. Et si c'est pas vous, ben, c'est difficile de considérer que vous vivez dans un environnement démocratique. Et c'est encore pire, parce que si vous dites oui, si vous répondez autrement à la question par rapport aux enjeux que j'ai soulevés jusqu'à maintenant en disant oui, mais quand même, on élit nos représentants et notre président, donc on vit quand même dans une démocratie représentative, je doute que vous puissiez élire votre patron. Je ne sais pas où vous travaillez, mais généralement, dans les entreprises privées, il n'y a pas d'élection à tous les 4 ans. S'il y a des élections, c'est les actionnaires, mais le salarié, lui, il n'y a pas de campagne électorale, pas de slogan, pas d'équipe de marketing. Oui, il y a des équipes de marketing, mais pas pour l'élection. Et donc, là, je fais référence à une philosophe britannique, en fait, je pense, qui est à Stanford, aux États-Unis, Carol Patman, qui a écrit il y a plusieurs années, en fait, un livre sur la démocratie participative, lui non plus, malheureusement, pas traduit en français, mais où, justement, elle traite de cette question. En fait, elle réfléchissait à l'époque à l'autogestion en Yougoslavie, donc c'est dans une autre époque civilisationnelle, à l'époque de la guerre froide, que nous avons gagnée. C'était pas facile, On est des vétérans. C'est grâce à des gens comme nous que vous vivez libre aujourd'hui. Mais, donc, Carol Patman, qui a justement avancé cette réflexion, elle dit, en fait, clairement, quand on rentre sur le lieu de travail, souvent, et là, je suis conscient que je fais des raccourcis ou des simplifications probablement extrêmes, mais quand on rentre sur un espace de travail salarié, il y a des choses très étranges qui se passent en termes de perte d'autonomie et de rapport de pouvoir, même au niveau de la façon dont on s'habille, le moment où on va aux toilettes, quand on mange, comment on parle, on perd le pouvoir décisionnel et il y a des pouvoirs de contrainte et de punition et on peut même être exclu de cet espace si on n'obéit pas. Et ça, c'est sans parler évidemment des questions peut-être plus importantes, qui est la gestion même de l'espace, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit et qu'est-ce qu'on fait avec le produit. Donc évidemment, vous comprenez bien que cette réflexion de la démocratie appliquée au travail salarié, elle pourrait aussi inclure des réflexions sur les sans-emploi, ceux qui sont exclus du secteur salarié. Elle pourrait éventuellement aussi inclure d'autres réflexions, par exemple le travail domestique non salarié, en très 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 grande partie effectué par les femmes, par exemple. Mais si je me limite pour l'instant par souci de respect du temps à la question du travail salarié dans le système libéral, qui aujourd'hui va de pair, libéralisme économique va de pair avec les régimes libéraux politiques, donc les régimes électoraux dont on parle, clairement, je pense qu'on peut effectivement aussi répondre non à la question « vivons-nous en démocratie ». Évidemment, il y a des projets, il y a des expériences qui offrent des alternatives, et là, donc, sans en nommant, je vais simplement en nommer une, en fait, il y a un terme qui évoque l'alternative, c'est évidemment l'autogestion. L'autogestion, évidemment, permettrait d'imaginer le travail productif complètement autrement, où là, évidemment, les gens qui produisent sont aussi les gens qui décident qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit et qu'est-ce qu'on fait avec les produits. Bref, je vais bientôt m'arrêter. Donc, c'était, disons, les axes principaux de réflexion. Comme je vous ai dit, je suis tout à fait conscient qu'il y aurait beaucoup de nuances, de précisions à apporter, ou peut-être de contre-arguments aussi auxquels il faudrait répondre dans chacun des axes que j'ai présentés. J'ai essayé de brosser plus large pour ouvrir la discussion et la réflexion justement le plus largement possible. Et puis après, ensuite, il faudrait aussi, pour bien travailler tout ça, mieux arrimer en fait les rapports entre la philosophie, l'histoire, le politique, l'économique. Peut-être qu'il faudrait évidemment ajouter les enjeux juridiques. Et puis, même si je les ai évoqués à quelques reprises, il faudrait voir comment tout ça se croise avec, donc, comment la politique se croise avec, comment le régime électoral se croise avec le capitalisme, je viens de le faire un peu, mais on pourrait intégrer la question du racisme, évidemment, la question du sexisme, et donc d'autres enjeux pour voir comment tout ça est problématique. Mais je pense que si on faisait cet exercice, en fait, mon pari, c'est qu'on pourrait continuer à argumenter que nous ne sommes pas en démocratie, et donc la réponse serait probablement la même si on verrait évidemment d'autres dynamiques et d'autres réalités. Pour terminer réellement, évidemment, une des réponses qui peut m'être... un des commentaires qui peut m'être adressé une fois que j'ai dit tout ça, c'est, en anglais, c'est « so what ». On s'en fout. Oui, on n'est pas en démocratie, mais c'est pas grave, c'est une histoire de mots. Et dans les faits, c'est très bien parce qu'on peut revenir à l'idée qu'en fait, c'est quand même le régime le moins pire des régimes ou le meilleur des régimes, que les autres, en fait, ont échoué. Et que oui, c'est très intéressant dans un amphi comme ça, le soir, de discuter, mais concrètement, le lendemain matin, quand on se lève, on est quand même chanceux d'être dans ce régime parce que franchement, on connaît l'histoire de l'Europe au XXe siècle, on connaît l'histoire de l'humanité tout le temps, et quand même, vivre en France aujourd'hui, peut-être même aux États-Unis, pourquoi pas au Canada s'il fait chaud, c'est quand même pas si mal, quoi. Et donc, oui, c'est vrai que les politiciens sont comme ceci, comme cela, c'est vrai qu'il y a le pouvoir de l'argent, c'est vrai que mais quand même, c'est super. On n'est pas dans une monarchie, on n'est pas sous un régime tyrannique, etc. Donc, on pourrait tout simplement me dire, il n'y a pas de problème. Ou en tout cas, c'est pas grave, finalement. Et c'est vrai que vous pourriez me dire ça. Un commentaire que vous pourriez me faire qui me dérangerait plus, en fait, c'est de me dire oui, peut-être, tout ça c'est bien beau, mais si on tient vraiment à l'idéal démocratique un peu classique et puriste que j'ai avancé, alors il faudrait nous expliquer, on pourrait me demander, il faudrait nous expliquer, oui, mais du coup, est-ce que ça peut fonctionner une démocratie directe? Parce que c'est bien beau de critiquer le président, l'Assemblée nationale, les électeurs, etc., mais c'est peut-être réellement le seul système qu'on peut avoir, et qu'en tout cas, la démocratie directe, elle n'est pas possible aujourd'hui. On pourrait dire qu'elle n'est jamais réellement possible. On pourrait dire qu'en fait, à Athènes, ça n'a vraiment pas très bien fonctionné, qu'ils ont tué Socrate, comme vous savez, que c'était pas bon, qu'il y avait des esclaves, qu'il y avait, etc.
On peut dire qu'en fait, réellement, le peuple, il est incompétent, il est inculte politiquement. On pourrait me dire que réellement, la nation française est trop grande et trop dispersée pour rentrer dans le Stade de France et délibérer de manière rationnelle. Crier des slogans pour l'équipe de foot, à la limite, ça va, mais avec des fumigènes, mais comme vraiment prendre des décisions, c'est déjà beaucoup plus difficile, sauf si on veut huer l'arbitre. Et donc, on pourrait me dire, donc, c'est juste pas possible. À cela, je pourrais répondre que, en fait, il y a de la démocratie comme je l'entends, c'est-à-dire les gens s'assemblent pour discuter et délibérer de leurs affaires communes, s'organiser et prendre des décisions et agir. En fait, cette démocratie, elle existe tout le temps. Elle n'a pas existé seulement à Athènes, elle a existé ailleurs dans l'histoire. Les anthropologues nous le montrent. Pierre Clastre, si vous regardez un peu les modes d'organisation des Autochtones sur la côte Est, où j'habite maintenant, avant qu'ils soient détruits par la colonisation française. En Afrique, les fameux arbres à palabres, évidemment, c'est une image, mais c'est aussi une réalité dans plusieurs régions d'Afrique. L'Afrique n'est pas pareille, là, je ne suis pas en train d'essentialiser tout un continent, mais très clairement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une infinité d'expériences qu'on pourrait appeler démocratiques, toutes différentes les unes des autres. Des fois, les femmes y participaient, des fois, les femmes n'y participaient pas. Des fois, il y avait des tirages au sort, pas de tirage au sort. Des fois, on décidait de ceci, des fois, on décidait d'autres choses. Au Moyen-Âge, il y a eu, si vous cherchez des lectures à ce sujet, vous pouvez trouver pour le Moyen-Âge, chercher en fait des lectures au sujet des communes d'habitants ou communautés d'habitants et assemblées d'habitants. C'est tout à fait fascinant, et des guildes aussi. C'est tout à fait fascinant de voir comment les populations rurales au Moyen-Âge, dans plusieurs communes, en fait, des fois pendant des centaines d'années, se sont autogérées, géraient en assemblée, des fois plusieurs dizaines ou quinzaines d'assemblées par année, géraient en fait les biens communs, prenaient des décisions ensemble. Évidemment, dans les moments révolutionnaires ou les moments de crise, souvent ce que la population fait, la première chose qu'elle fait en fait, c'est qu'elle s'assemble. On a vu ça pendant la fameuse guerre froide avec les conseils ouvriers à Budapest et en Hongrie en 1956, quand la Hongrie s'est soulevée contre les Soviétiques. À Prague, en 1968, quand les Tchécoslovaques se sont soulevés contre les Soviétiques, une des premières choses que les gens ont fait, c'est qu'ils se sont assemblés. Les étudiants et étudiantes s'assemblaient dans les universités, les travailleurs et travailleuses s'assemblaient dans les usines, les gens s'assemblaient dans les parcs. Vous allez me dire, oui, mais ils ont été massacrés. Oui, c'est vrai, mais ils se sont assemblés quand même. Et donc, c'est pas parce que en fait, leur assemblée n'a pas fonctionné que la démocratie n'est pas possible. C'est parce que des chars soviétiques, ça fait mal. Aujourd'hui encore, les crises économiques, à quoi elles donnent lieu, en fait, en Argentine en 2000, en Espagne, en Grèce, et en fait, par anticipation en Amérique du Nord, c'est en fait à des assemblées. C'est les indignés, c'est Occupy, c'est les grandes places où les gens se retrouvent pour discuter, s'assembler, discuter, s'organiser et agir. Et puis, il y a des exemples beaucoup moins impressionnants, disons, en termes médiatiques, mais qui existent un peu partout, qui essaiment, qu'on ne voit pas toujours sur l'écran radar et pourtant qui fonctionnent. On parle évidemment d'expériences à toute cette échelle. Pour ce que j'en connais, je suis arrivé il y a une journée et demie à Montpellier, mais pour ce que j'en connais, par exemple, le comité qui organise cette semaine sur la démocratie, quand ils ont décidé d'organiser une semaine sur la démocratie, la première chose qu'ils ont faite, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ne se sont pas nommés un chef, en fait. Et ils ont décidé, en fait, de gérer leur projet ensemble, de discuter, et puis on se retrouve ici ce soir, alors que ce comité fonctionne, pour ce que j'en comprends, de manière démocratique, sans chef, délibératif, et même, si j'ai bien compris, consensuel. Et ça, des expériences comme ça, évidemment, il y en a une infinité. Moi, j'ai milité personnellement à plusieurs reprises dans ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste, tendance radicale anard, selon la désignation que vous voulez lui donner. Et très clairement, en fait, la façon dont on procède, c'est par assemblée, soit que ce sont des grandes assemblées, soit que ce soit des petits groupes d'affinité. Mais là aussi, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de chef, et ça fonctionne comme on peut. Parce qu'évidemment, mon propos, et je finis réellement là-dessus, mon propos n'était pas de dire que par ailleurs, je critique le système électoral, mais par ailleurs, j'essaie de vous convaincre que la démocratie directe, c'est parfait, à la fois dans le processus et dans les résultats. Plus humblement, je veux simplement vous rappeler que c'est possible. Dire que c'est possible, ce n'est pas évidemment dire que c'est parfait.
La démocratie, comme je l'entends, comme je vous la présente, elle est évidemment difficile, compliquée. Elle arrive à des résultats parfois contradictoires et les processus sont parfois moins harmonieux, même moins égalitaires qu'on l'espérerait. Il y a plusieurs raisons à cela. Là encore, on pourrait identifier des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons culturelles. On pourrait même identifier des raisons ontologiques ou métaphysiques au sujet de la nature humaine, c'est-à-dire les êtres humains ne sont pas parfaits et donc aucun régime n'est parfait. Une monarchie n'est pas parfaite, même s'il y a vraiment un roi ou une reine. Une aristocratie n'est pas parfaite par rapport à ses propres principes et la démocratie n'est donc jamais non plus parfaite. Mais très certainement, j'en ai vu plusieurs expériences, elle est certainement possible. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci. Bien, merci, cher ami, chers collègues. Après ce brillant exposé sur la question de savoir si nous sommes en démocratie, et j'ai entendu une petite note anarchiste, si du moins si mes oreilles sont bien connectées aux propos que vous avez tenus, et ça me fait... j'ai un sentiment assez étrange parce que je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, nous avions reçu ici, je crois que c'est dans cet amphithéâtre, un autre collègue anarchiste québécois qui s'appelait M. Baillargeon, je crois. Et je me rends compte qu'en 10 ans d'intervalle, le discours n'a pas vraiment changé. Alors, d'abord, je voudrais remercier l'équipe qui a organisé cette semaine de la démocratie et qui me fait dire que finalement nous sommes en démocratie. Et je crois que Francis l'a finalement souligné. Effectivement, il y a des expériences de la démocratie, et par-delà le discours relativement pessimiste que tu as, on peut se dire puisque nous sommes en démocratie. Tout à fait. Les discours relativement pessimiste que tu as tenu, il y a quand même une petite lueur d'espoir que l'on peut entretenir, une petite flamme que l'on peut continuer d'attiser, c'est que la démocratie se vivrait de façon microcosmique en quelque sorte, par des petites expériences comme celle-ci, c'est-à-dire se réunir sans chef, sans véritable directive, de façon spontanée. Effectivement, j'ai appris ce soir que la semaine de la démocratie, c'est une initiative qui a démarré l'année dernière, et indépendamment de toute association, sur Facebook, comme quoi finalement le numérique peut nous aider à atteindre, mais je crois qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre, c'est une asymptote, cet idéal démocratique. Mais alors, je me dis une chose, et ça sera peut-être un petit peu le fil conducteur de ma réaction, par-delà le brillant exposé qui est le tien, mais dont j'avais quand même déjà entendu une première version il y a de cela 10 ans, et c'est là que je me dis que si en 10 ans d'intervalle, le discours, alors je ne sais pas si je peux l'appeler anarchiste ou s'il faut mettre des guillemets dessus, le discours anarchiste n'offre pas véritablement de propositions concrètes, si ce n'est effectivement ces petites expériences microcosmiques. Si la démocratie, si vivre en démocratie, c'est vivre, c'est faire les expériences d'assemblée sans chef, à ce moment-là, il n'y a pas de pouvoir. Or, nous sommes là en contradiction vis-à-vis du mot démocratie, en vertu duquel la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, je veux dire qu'il y a une antinomie, si vous voulez, insoluble, entre l'idéal anarchiste de la démocratie, en vertu duquel nous ne vivrions en démocratie qu'à la condition de nous assembler sans chef, et le terme même de démocratie, qui implique l'idée de pouvoir. Après tout, la démocratie, comme le dit son suffixe, kratos, c'est l'idée qu'il y a un pouvoir. Certes, le pouvoir du peuple, mais il y a quand même un pouvoir.
Donc je vois mal en quoi nous pourrions continuer de désigner comme démocratique une expérience au terme de laquelle nous réunissons sans élite ou sans chef. Bon. Je veux dire par là que dès l'instant qu'il y a un pouvoir, il y a forcément une élite. Alors, c'est peut-être fataliste ce que je dis, c'est peut-être sceptique, mais finalement mon scepticisme et mon pessimisme me rejoignent le tien, hein, puisque tu as dit effectivement que tu entendais l'argument selon lequel, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de déléguer notre pouvoir à des élites. Oui, dès l'instant où il y a un pouvoir, on est obligé, on est irrémédiablement plongé dans l'hétéronomie. Et dès qu'il y a même de l'altérité, dès qu'il y a même un vivre ensemble, un mot qui est très à la mode, parce que le mot vivre ensemble, nous le vivons maintenant depuis un mois, l'esprit du 11 janvier, bon, c'est parce qu'on se dit qu'il y a un vivre ensemble, c'est parce qu'il n'y en a pas en fait de vivre ensemble, naturellement. Alors donc on se dit qu'il y a un vivre ensemble, en le disant on a l'impression de vivre ensemble, mais dès qu'il y a un vivre ensemble, il y a une altérité, et dès qu'il y a une altérité, il y a forcément un rapport à l'autre et une organisation inéluctable qu'il faut instaurer, dans laquelle il y aura toujours un dominant et un dominé. Sinon la machine n'avance pas, hein. C'est comme un âne, c'est comme l'âne de Buridan qui hésiterait entre manger des grains ou boire de l'eau, et s'il n'arrive pas à trancher, il finira par mourir et de soif et de faim. Eh bien, dans une assemblée où on n'arrive pas à savoir qui est le chef, évidemment l'assemblée ne pourra pas, la communauté ne pourra pas prendre des décisions. Bon. Ça c'est une première chose. Hein. Bon. Alors je ne sais pas si tu veux réagir tout de suite ou si je continue. Oui. Bon. Alors, le premier point, c'est que alors j'ai lu l'ouvrage de Francis Dupuy-Derry, dont je vous recommande la lecture, qui est très intéressant, Démocratie, histoire politique d'un mot, et dont la conférence est un petit peu le reflet, même si tu as essayé de t'en détacher pour répondre à la question de savoir si nous sommes en démocratie. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, plein d'érudition, et c'est là que j'ai véritablement pris conscience que finalement ce mot démocratie n'est rien d'autre qu'un terme que l'on a cessé d'instrumentaliser. Hein. Pauvre mot démocratie, parce qu'en même temps que la démocratie est quelque chose qu'on a rejeté dès la Révolution française, effectivement, les grands orateurs, les grands acteurs de la Révolution française, Mirabeau, Danton, Robespierre, ne se disaient pas démocrates, parce que la démocratie c'était connoté anarchie, ochlocratie, c'est-à-dire pouvoir de la foule, et donc ça signifie on va être gouverné par les manants, par les gueux, par les pauvres, par les gens sales, qui sont manipulés par les démagogues. Bon, autrement dit, il y avait une très mauvaise réputation, hein, derrière ce terme. Et en même temps, et c'est ce qui me fait dire pauvre mot démocratie, en même temps, ce mot, on l'a instrumentalisé et on s'en est servi, effectivement, comme tu l'as souligné dans ton propos, les régimes qui ne sont que représentatifs se sont autodésignés comme démocrates, comme démocratiques. Donc en même temps qu'on a voué aux gémonies le mot démocratie, on l'a instrumentalisé. Donc là, effectivement, et si vous lisez le livre de Francis Dupuy-Derry, vous allez vous rendre compte combien nous sommes tous exposés à l'instrumentalisation des mots, hein, aux représentations politiques des mots. Alors les mots, je ne sais pas s'ils sont innocents ou pas, mais l'instrumentalisation qu'on en fait, l'usage qu'on en fait, elle n'est pas innocente. Et effectivement, il n'y a rien d'innocent dans cette instrumentalisation, puisqu'on a utilisé un mot pour désigner un régime qui ne l'est pas, à savoir le régime représentatif. Et c'est vrai, au regard de la notion de la pureté de l'idéal démocratique, je te le concède, le régime représentatif n'est pas une démocratie. Donc, nous ne sommes pas en démocratie, ça c'est vrai. Nous ne sommes pas en démocratie dès l'instant où nous désignons des représentants, c'est-à-dire des élites, des gens que l'on répute meilleurs que nous, en les investissant du soin de prendre des décisions à notre place. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, le mot aristocratie, dans le mot aristocratie, il y a aristoi, et en grec, aristoi, ça veut dire choisir. Donc il y a un lien étymologique entre l'aristocratie et la représentation, et le fait de choisir.
Alors, bon, je reviendrai là-dessus, bien sûr, Aristote, parce que du coup, on l'a connoté de façon un petit peu excessive en disant ça veut dire qu'il y a des gens qui seraient nés pour être des élites. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'un régime représentatif n'est pas un régime démocratique, parce que choisir, Aristote, ça veut dire choisir, mais on ne choisit pas des gens qui sont bien nés, je veux dire par là. On ne choisit pas des gens, on choisit des gens qui ont eu le mérite, qui peuvent se targuer du mérite républicain, en ayant fait leur classe, éventuellement, alors je sais pas, c'est pas un exemple, ils ont fait l'ENA, mais l'ENA c'est vrai que c'est un petit peu c'est pas une structure véritablement démocratique, mais je veux dire que ceux qui ont été choisis et qui ont été désignés de cette façon-là, par un système de suffrage universel, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont des gens bien nés, ce sont des gens qui ont un certain mérite. Bon. Alors, de manière générale, moi, le grief que je voudrais faire à ta présentation, qui effectivement, sans le dire explicitement, se réclame de l'anarchie, de l'anarchisme, mais il faut mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Et je crois qu'il faut voir les choses en face, il ne faut pas avoir peur de regarder le soleil en face, ni la mort en face, il faut voir. Je me demande si tu ne pêches pas un peu, en déplorant donc la façon dont on a instrumentalisé le mot démocratie et dont on l'a récupéré, je me demande si tu ne pêches pas un petit peu par excès d'essentialisme. C'est-à-dire que je crois que tu fixes à jamais la relation entre le mot et la chose. D'ailleurs, l'ouvrage que tu as écrit, La démocratie, histoire politique d'un mot, c'est l'histoire d'une relation entre un mot et une chose. C'est très foucaldien, ta démarche. Quel est le rapport entre... Je crois que tu as une idée, une idée un petit peu fixiste de ce rapport. Il y a toujours eu, dans l'histoire de la pensée juridique, dans l'histoire de la philosophie politique, il y a toujours eu plusieurs conceptions de la démocratie. Démocratie représentative, démocratie providentielle, démocratie constitutionnelle, on parle parfois de démocratie continue, c'est l'idée qu'entre deux moments électoraux, la démocratie continue parce qu'il y a des contre-pouvoirs juridictionnels qui font que, de temps en temps, on peut faire comprendre aux représentants qu'ils ne sont pas les souverains et qu'ils ne sont rien d'autre que des représentants et qu'ils ne peuvent pas usurper, qu'ils ne peuvent pas se prendre pour le souverain. Ils ne sont que nos délégués et on le leur rappelle en saisissant des contre-pouvoirs dont la saisine peut alors contribuer à annuler la volonté de ses représentants. Bon, il y a plusieurs démocraties participatives. Autrement dit, il n'y a jamais eu, je veux dire, un lien immuable entre le mot démocratie et la chose démocratique. Et cette absence de lien, cette absence de fixité dans le lien entre le mot et la chose, elle a été révélée il y a à peu près une vingtaine d'années. Et là, c'est quelque chose qui m'intrigue un peu, parce que c'est à propos du couple de mots démocrate-républicain. Démocratie-république. En lisant ton ouvrage et en t'écoutant, j'ai appris une chose intéressante, c'est que sous la Révolution française, et je crois même aux États-Unis, dans le discours des patriotes qui se sont émancipés de la tutelle britannique, le mot république, ça servait à désigner plutôt le régime représentatif. Tandis que le mot démocratie, qui était honni, dont on ne voulait pas entendre parler, ça désigne plutôt la démocratie directe. Bon, l'exemple athénien, alors que la République, c'est plutôt Rome. Et puis, la République, c'est le régime dont se contenteront les acteurs de la Révolution française qui ont donc inventé le système représentatif. Bon. Eh bien, en 92, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans maintenant, il est, à l'occasion du grand débat national sur la ratification du traité de Maastricht, le couple de mots démocratie-république s'est inversé. Et ce, à l'initiative de Régis Debray, le philosophe français Régis Debray, qui a, si vous voulez, interprété les événements en proposant un clivage nouveau qui transcende le clivage gauche-droite et qui est le clivage républicain-démocrate. Et selon lequel les républicains, ce sont ceux au contraire de république au sens des révolutionnaires français, ce sont ceux qui,
Ce sont des antilibéraux et qui se réclameraient d'un système presque antique, c'est-à-dire l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers, il faut privilégier la participation du peuple à la prise de décision, il faut se méfier des contre-pouvoirs juridictionnels, il y a même parfois un parfum souverainiste dans cette notion de républicain, tel que Régis Debray la présentait, et d'ailleurs il s'en réclamait. Et en revanche, ceux qu'il désignait comme les démocrates, c'était ceux qui étaient favorables au traité de Maastricht, c'était ceux qui étaient favorables au transfert de souveraineté au profit de l'Union européenne et qui étaient donc favorables au libéralisme, au démantèlement de la souveraineté, à la multiplication des contre-pouvoirs et qui avaient finalement une conception de la participation du peuple à la prise de décision collective relativement péjorative. N'associons pas systématiquement le peuple à la prise de décision parce que ça peut entraîner des décisions démagogiques et privilégions au contraire le débat entre élites dans les bancs. Autrement dit, la signification du mot démocrate et celle du mot républicain s'est inversée. C'est ce qui me fait dire que voilà, il n'y a jamais eu un lien immuable, fixe, entre le mot démocratie et la chose démocratique. Donc je ne pense pas qu'on doivent, comme cela, idéaliser à l'excès, essentialiser à l'excès le mot démocratie. Je veux dire, oui, on n'est pas en démocratie au sens où l'entendaient les anciens, mais alors, après tout, bon, c'est l'évolution. Le mot démocratie a subi l'évolution naturelle du langage. Après tout, il y a l'Académie française, c'est fait pour adapter le langage à l'évolution des mœurs. Eh bien, adaptons le langage, le mot démocratie à l'évolution non pas des mœurs, mais à l'évolution des concepts. Il ne faut pas s'affoler sur cette perte de sens du mot démocratie et sur cette utilisation d'un mot par des acteurs politiques ou par des auteurs qui se sont succédés dans le temps et qui ont adapté, encore une fois, le vocabulaire à l'évolution des concepts qu'ils brassaient. Alors, cela dit, c'est vrai, il faut prendre au sérieux l'étymologie. Et effectivement, si on se contente de dire, après tout, la démocratie, il y a plusieurs types de démocratie, démocratie providentielle, démocratie participative, démocratie constitutionnelle, ce ne serait pas prendre au sérieux l'étymologie du mot démocratie. Démos, peuple, kratos, pouvoir, pouvoir du peuple, et c'est vrai, si on parle de démocratie représentative, c'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir des représentants. Si on parle de démocratie providentielle, c'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir de l'État-providence. Bon. Et prenons au sérieux le mot démocratie. Mais alors à ce moment-là, je me demande si, en prenant au sérieux l'étymologie de la démocratie, on ne va pas vers une impasse. Jouons le jeu. Et faisons comme Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui, sur le champ de bataille, a rappelé que démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Jouons le jeu d'Abraham Lincoln. Bon. Alors prenons d'abord le préfixe démos. Démos, ce serait donc le peuple qui aurait le pouvoir. Bon. Alors, les partisans, il aurait le pouvoir à condition qu'il l'exerce de façon directe, sans le déléguer à des représentants. Et alors, pour justifier cette idée de démocratie directe, les partisans de la démocratie pure disent le peuple, c'est quelque chose de concret. C'est une entité concrète, effectivement. Bon, c'est un assemblage de personnes, ici et maintenant, hic et nunc, à un instant T. Et donc, c'est un être réel doté d'une volonté. Et puisque c'est un être réel doté d'une volonté, il ne doit pas la déléguer à un organe quelconque. Ce serait un viol, en quelque sorte, ce serait une usurpation. Alors que la nation, dont se réclament les partisans du régime représentatif, la nation n'est pas un être concret, dit-on. C'était ce qu'on dit. On dit que c'est un être abstrait, une entité, une sorte de, je ne sais pas moi, un esprit qui transcenderait les générations et qui tiendrait compte de ce que nous ont dit nos anciens, qui tiendrait compte de ce que l'on dit actuellement et qui tiendrait compte de ce que l'on est susceptible de penser à l'avenir. Bon. Mais dans cette opposition entre le peuple qui serait concret et qu'il faudrait respecter, et dont il ne faudrait donc pas usurper la volonté en se permettant de la déléguer à des représentants, et la nation
qui serait cet être abstrait, tellement abstrait qu'elle ne peut pas vouloir, et donc ça justifierait le régime représentatif que les purs démocrates honnissent. Je me demande si cette distinction, elle n'est pas à relativiser et même à éliminer radicalement, parce que le peuple, c'est aussi abstrait que la nation. Il n'y a pas plus abstrait que le peuple. Et c'est en cela que je fais le reproche à ceux qui se réclament de la pureté de l'idéal démocratique, à la Jean-Jacques Rousseau, je fais le reproche qu'ils essentialisent le peuple, qu'ils l'hypostasient, qu'ils en font un être différent des êtres individuels qu'il constitue. Non, le peuple n'est rien. C'est rien, le peuple, ce n'est qu'un mot. Ou alors, c'est Hans Kelsen, je sais qu'il y en a beaucoup qui savent que j'aime bien Kelsen, Hans Kelsen disait « il n'y a... le peuple n'a d'unité que juridique ». C'est-à-dire que l'unité du peuple, elle n'est qu'artificielle. Elle n'est déterminée que par la norme. Mais en soi, le peuple n'a pas d'essence. C'est une collection d'individus et c'est non moins immatériel que la nation. De sorte que, quand le peuple prend une décision, de façon directe, c'est-à-dire sans le truchement de représentants, eh bien chaque individu n'est pas moins plongé dans l'hétéronomie que nous le sommes en régime représentatif. Puisque la décision qui a été prise suite à un décomptage des voix, majorité, opposition, au soir même d'un référendum, la décision qui va en résulter, ce n'est pas une décision de moi, ni une décision de toi, c'est une décision... En fait, c'est le résultat c'est le résultat arithmétique d'un décomptage des voix et qui va s'imposer à chacun d'entre nous, si bien que, comme le disait Kelsen d'ailleurs, l'individu dans une démocratie, il n'est rien. Il n'a fait qu'exprimer son sentiment, mais il n'a pris aucune décision. Et on ne pourra jamais prendre aucune décision dès l'instant où l'on est dans l'altérité. Il n'y a que Robinson Crusoe qui est en démocratie, à la limite. Il n'y a que lui. Et dès que vendredi arrive, on est dans l'altérité et on est obligé de prendre en compte toi, moi et nous. Comme on dit souvent dans un couple, hein, il n'y a pas que les deux conjoints. Il y a aussi une tierce personne fictive qui est le couple. C'est pas je, c'est nous. Bon. C'est la même chose dans la démocratie. Et c'est la même chose dans la démocratie populaire, dans la participation directe. La décision qui émane de la consultation populaire est la décision d'un autre que chacun d'entre nous. Et je veux dire par là que le peuple, finalement, juridiquement parlant, ce n'est que le corps électoral, c'est-à-dire un organe qui ne se réduit pas à chacun des individus. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que le scepticisme qui ressort de tes propos, je m'y associe, mais je m'en accommode. Parce que la démocratie, ça n'est qu'un idéal régulateur, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une réalité politique. L'idéal régulateur, ce serait l'idéal auquel rêvait Rousseau, selon lequel, c'est le principe de la souveraineté individuelle, c'est-à-dire le principe selon lequel, en obéissant à la volonté générale, je n'obéis qu'à moi-même. C'est ça la démocratie. Il faudrait trouver un système dans lequel, en obéissant à la loi, chacun d'entre nous obéirait à soi-même. Or, cet idéal, il est inatteignable, dès l'instant où nous sommes en communauté, où nous sommes dans l'altérité, puisque la décision qui est prise, quand bien même nous sommes dans la majorité, et quand bien même nous avons contribué à la formation de cette décision, c'est la décision d'un être fictif qui n'est pas nous, qui n'est pas non plus notre semblable, et dans la mesure où c'est la décision d'un autre, c'est une décision que nous devons subir. Et nous la subissons d'autant plus que nous l'attendons, cette décision. Autrement dit, les citoyens qui vivent dans une démocratie, fût-elle directe, ils sont plongés dans la même incertitude que l'étaient les Romains devant les oracles et devant quand on attendait les résultats des ordalies. On attendait le résultat des ordalies, on ne savait pas quelle serait la décision qui allait en résulter, tout dépendait de la couleur du foie, c'est un petit peu la même chose. Vous avez mis votre bulletin dans l'urne, vous attendez le résultat des ordalies, qui n'arrivera qu'à 20h. Hein. Bon, certains, grâce à Internet, arrivent à avoir le résultat un petit peu avant, mais je veux dire par là que la décision qui va résulter de la communauté, suite au décomptage des voix, c'est une décision que nous attendons dans la même incertitude que celle que nous attendions à l'époque des ordalies. Autrement dit, nous sommes fatalement
plonger à la fois dans l'incertitude et dans l'hétéronomie dès l'instant où nous vivons en communauté. Et je pense que la démocratie, ça n'est qu'un idéal régulateur que nous devons essayer d'atteindre et d'approcher le plus possible, telle une asymptote, en sachant que de toute façon, nous ne l'atteindrons jamais. D'où, à mon avis, le caractère tout à fait normal, enfin, la nature tout à fait ordinaire du débat entre les différentes conceptions de la démocratie. Que ce soit démocratie représentative, démocratie providentielle, démocratie numérique, démocratie participative. Il y a plusieurs façons, si vous voulez, de vivre avec cette antinomie entre idéologie et réalité. Et encore une fois, je crois que la notion de démocratie, nous pouvons ne l'appréhender que de façon pragmatique, en ayant toujours en présence, à l'esprit, l'antithèse entre idéologie et réalité. Je crois qu'il faut agir avec l'éthique de responsabilité, davantage qu'avec l'éthique de conviction face à la notion de démocratie. Si on agit, comme le disait Max Weber, avec l'éthique de conviction, on sera toujours déçu. On sera toujours fatalement déçu. Si on agit avec l'éthique de responsabilité, en essayant de trouver le moins mauvais des régimes, comme le disait Winston Churchill, je crois qu'on peut s'approcher de l'asymptote, de cet idéal régulateur, tout en sachant bien entendu qu'on ne sera jamais capable de l'atteindre. Donc voilà, si tu veux, le reproche essentiel que je serais tenté de faire à l'endroit de ton désarroi, ou disons de ton scepticisme. C'est un scepticisme que je partage, mais contrairement à toi, je m'en accommode. Voilà. Si vous me permettez, je vais répondre un peu. Et en fait, même si vous ne me permettez pas d'ailleurs. Allez, donc merci pour les commentaires. Simplement pour la salle, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai mis la main cet après-midi sur un texte d'Alexandre Viala qui reprend certains de tes commentaires que tu viens de faire. Donc il y a la référence ici, là, c'est dans un ouvrage collectif, La démocratie qu'en disent les juristes. Et il y a des éléments là, qui viennent d'être avancés qui se retrouvent là-dedans, entre autres. Surtout, par exemple, je pense à la distinction de Demos, Kratos, etc. Et donc, je vais rebondir sur les commentaires, peut-être répéter certaines choses, peut-être j'ai pas été clair, peut-être préciser là où il y a vraiment un désaccord et peut-être là où je pense qu'en fait, on peut quand même... c'est pas nécessairement d'être d'accord non plus, mais et puis après, bon, évidemment, comme on est en démocratie, vous allez pouvoir vous exprimer aussi, j'espère. Donc, premièrement, le reproche que j'ai une sorte que je pratique du fixisme ou une sorte d'essentialisme par rapport aux mots, ça, je suis conscient que c'est un reproche auquel ma démarche peut prêter flanc, effectivement. En même temps, j'aurais tendance à dire que c'est un reproche qui me désole un peu parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est justement pas ça que je fais, puisque j'essaie de montrer l'histoire, j'essaie de montrer que l'histoire du sens du mot est le résultat de forces politiques. Et donc, justement, je pensais que je ne disais pas que les mots avaient un sens fixe. Cela dit, les mots, au contraire, c'est qu'ils s'inscrivent dans une histoire culturelle de rapport de force politique et institutionnelle. Et dans cette histoire, ce que moi je vois, après ça évidemment on peut être en désaccord avec l'histoire que je raconte, ça c'est une autre possibilité, mais ce que je vois c'est que, évidemment d'un point de vue abstrait, on peut bien sûr dire qu'il n'y a aucune obligation à part l'Académie française de s'entendre sur le sens d'un mot et qu'on peut y mettre ce qu'on veut dans un mot. Et évidemment on peut aussi désigner un objet par le mot qu'on veut. Surtout si on est dadaïste, par exemple, on peut utiliser n'importe quel mot, et puis même si on n'est pas dadaïste, on peut vouloir changer le sens des mots, et on pourrait appeler le régime autrement. Mais moi, en faisant l'histoire du mot, ce que je pense avoir vu, c'est qu'en fait, concrètement, dans les faits historiques, culturels de l'histoire du vocabulaire en Occident, il y a eu une certaine fixité du sens du mot démocratie, à la fois dans ce qu'il décrivait et dans le sens péjoratif, c'est ce que je vous ai raconté au début, et que ça dure quand même un bon 1500, 1800 ans,
en tout cas pour ce qui est des gens dont on peut retracer l'esprit, c'est-à-dire les élites éclairées parce qu'on a des écrits, et en fait, le mot démocratie pendant plusieurs siècles, plusieurs sexes, oui, donc ça c'est un... Comme quoi les mots parfois nous Oui, trahissent. oui, oui. Plusieurs siècles, donc, n'est presque pas du tout utilisé. Au Moyen-Âge, le mot démocratie, c'est vraiment un mot d'antiquaire. Mais quand il revient donc au moment des conflits politiques, et justement c'est ça qui est intéressant, quand il revient au moment des conflits politiques des deux côtés de l'Atlantique, effectivement il revient avec un terme qui n'a pas bougé en fait. Et c'est pas parce que moi je dis qu'il doit garder ce sens, c'est les acteurs politiques. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment eux vont procéder à des modifications. Et là où évidemment il y a un ton affligé ou révolté, ou c'est parce qu'évidemment c'est un ouvrage dans lequel je pense quand même il y a une thèse qui est à la fois une thèse démonstrative et une thèse quand même politique, où je dis en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un jeu de manipulation. C'était leur utilisation, leur modification du sens. Ils ont le droit de changer le sens du mot. À ceci près quand même que sous la Révolution française, le mot démocratie était directement critiqué, condamné. Oui, tout à fait. Robespierre ne se disait pas démocrate. Exactement, c'est ce que je donc, disais. au début, il y a eu un rapport franc au départ. Exactement. La démocratie, c'est l'oclocratie, c'est la foule. Exact. Et donc, eux-mêmes ont une conception tout à fait classique du mot. Et ce que j'ai essayé de montrer, donc ce que je vous racontais au tout début, et ce qui est dans le livre aussi, c'est que, en fait, et là, c'est là où c'est un positionnement plus politique, c'est que je dis, il me semble y avoir quand même d'un point de vue politique un problème du fait que des acteurs politiques changent le sens des mots, mais pas pour clarifier le débat ou pour des raisons étymologiques ou des raisons X, Y, Z, mais parce qu'en fait, ils réalisent que ça fonctionne au niveau électoral. Et donc là, moi, d'un point de vue, disons, de la manipulation politique, si je peux employer ce terme fort, il me semble que ça pose un problème. Après ça, disons, c'est pas une question de droit, mais évidemment, ils ont le droit d'utiliser les mots qu'ils veulent dans une course électorale, mais on a aussi le droit de dire que là, il y a de la manipulation et que ça déstabilise. Oui. Et après ça, je suis tout à fait conscient, mais justement, je pense que c'est un résultat de cette déstabilisation. Je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, donc, on a une infinité de qualificatifs pour parler de démocratie. Tu les as nommés toi-même. Donc maintenant, on a démocratie continue, démocratie représentative, démocratie libérale, démocratie délibérative, et on a le truc très bizarre qui est la démocratie directe, mais on est obligé de parler de démocratie directe justement parce que la signification du mot a été transformée, mais au 17e, 18e, 19e siècle, personne n'aurait pensé à parler de démocratie directe, puisqu'en fait, il n'y avait qu'une seule démocratie. On devrait dire démocratie tout court. Démocratie tout court, oui. Et donc, dans mon esprit, je ne succombais pas au péché de l'essentialisme, mais au contraire, j'essayais de montrer l'inverse. Et donc, je suis tout à fait d'accord, et c'est un travail que je n'ai pas fait, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais que ce travail, il pourrait être continué, ce travail d'analyse, je veux dire. Aujourd'hui, là, tu mentionnes Régis Debray, je ne vais pas discuter de ça parce que je ne connais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas bien. On pourrait faire l'histoire de l'utilisation du mot démocratie par les élites occidentales dans le projet colonial et puis dans les situations postcoloniales. Probablement, le mot démocratie a joué un rôle tout à fait important, j'imagine. On se rappelle dans la fameuse guerre froide auquel toi et moi nous avons participé dans les tranchées qu'en face, ils prétendaient que c'était des démocraties populaires. Oui. Les soviétiques. Ils nous insultaient en disant que nous, c'était des simples démocraties bourgeoises, c'était quand même le comble. Et donc, on voit bien que là aussi, même dans des luttes internationales, il peut y avoir de l'utilisation du mot démocratie et que les acteurs jouent et que ça fait partie des choses. Et donc là, on ne peut pas s'entendre évidemment à qui a raison, qui a tort. C'est du jeu, c'est des jeux de mots, c'est des jeux ça relève de l'idéologie et de la propagande. Donc, je reviens à cette discussion, donc à cette confusion maintenant au sujet de la démocratie. Donc, il faut qualifier, qu'il faut essayer de se dépêtrer dans cette profusion de formes et de démocratie qualifiée. Et donc, comme vous avez compris, évidemment, moi, mon intérêt, c'est de rappeler à travers tout ça que, par ailleurs, la démocratie, dans son sens, disons, plus classique, elle existe encore et qu'on n'a pas besoin d'être athénien 200 ans avant Jésus-Christ pour la pratiquer, mais qu'elle se pratique encore. Donc, je l'appelle démocratie, on pourrait l'appeler anarchie, on pourrait l'appeler démocratie directe, participative, délibérative, etc. On pourrait parler d'autogestion, on pourrait après ça voir. Et
Pour être clair, je l'ai mentionné très rapidement en coup de vent à la fin, quand je disais que je ne prétends pas que la démocratie directe est parfaite. Je voulais dire, en fait, peut-être ce que tu me reprochais au départ de ton intervention, d'évacuer la question du pouvoir. Ce qui, quand même, pour un politologue, est la catastrophe. C'est vraiment c'est l'humiliation. Là, je vois bien le jeu auquel il a joué, essayer de vraiment prendre en défaut. Un politologue ne peut évidemment pas oublier le pouvoir. Et donc, comme je suis un politologue, je n'ai pas oublié la question du pouvoir. Et oui, effectivement, dans des processus démocratiques, il y a nécessairement du pouvoir. Il y a du pouvoir informel. Et donc, même si ici, nous sommes ensemble et on décidait de délibérer ensemble, probablement que la parole de tout le monde n'aurait pas la même valeur, n'aurait pas la même influence. Très probablement, tout le monde ne parlerait pas autant. Et ça, les études sociologiques le montrent les unes après les autres. Par exemple, dans nos sociétés occidentales, malgré la prétendue égalité entre les sexes, en fait, les hommes parlent beaucoup plus, de manière beaucoup plus affirmée, sur tous les sujets d'ailleurs. On a toujours une idée géniale sur tout. C'est pratique, en fait. Les femmes parlent moins, posent souvent plus des questions, etc. Bref, il y a des inégalités comme ça tendancielles. C'est tendanciel, évidemment. Il peut y avoir un homme timide qui parle moins. Et donc cette question du pouvoir, elle revient évidemment dans la démocratie telle que je l'entends, elle n'est pas évacuée. Et en fait, je dirais même, si je peux poursuivre, en fait, les expériences militantes, entre autres, de démocratie auxquelles j'ai assisté, auxquelles j'ai participé ou au sujet desquelles j'ai lu, en fait, les participantes généralement de ces projets sont complètement obsédés par la question du pouvoir à l'interne. Et en fait, il y a toute une littérature militante et théorique et conceptuelle sur les inégalités de pouvoir dans les pratiques délibérantes, dans le mouvement féministe. Les problèmes d'influence dans les réseaux anarchistes, etc. Et il y a des brochures, et il y a des fanzines, et il y a des rituels qui sont développés, et il y a des analyses justement, par exemple, sur les rapports sociaux de sexe, comment ça se reconstitue dans les... Et c'est vraiment une obsession, et comme les régimes électoraux, qui ont un ensemble de procédures différentes selon leur histoire, selon les rapports de force. Bon, vous avez une présidentielle à 2 tours. Nous, on n'a pas de président, on a un premier ministre. C'est des types d'élections majoritaires, proportionnelles. Des fois, il y a des sénats, des fois, il n'y a pas de sénat. Des fois, il y a une charte des droits et libertés, des fois, il n'y a pas de charte des droits et libertés. Des fois, il y a une constitution écrite, pas de constitution écrite, Cour suprême, pas de Cour suprême, des partis, multipartis, pas de multipartis, etc. Donc, les systèmes représentatifs, électoraux élus, ils ne sont pas tous pareils les uns aux autres et ils sont en fait le résultat de rapports de force à l'interne, même si les principes fondamentaux sont peut-être les mêmes. Et donc, les expériences démocratiques telles que je les entends ici, elles sont aussi toutes différentes les unes des autres. Elles sont conscientes souvent qu'il y a des problématiques de pouvoir formel et informel en leur sein, et elles essayent, et elles essayent de voir comment les autres fonctionnent pour réduire ce problème du pouvoir. Et donc, vous le savez probablement, il y a même des réflexions au niveau de la délégation, donc c'est le débat sur les mandataires. On se dit, oui, pour se fédérer, peut-être qu'on va effectivement envoyer des gens discuter avec d'autres groupes, mais ils seront mandatés, ils n'auront pas la possibilité de prendre des décisions en notre nom. Et puis là, c'est un peu de la cuisine interne, mais dans des assemblées militantes, souvent vous allez avoir des rituels, alternance de tours de parole homme-femme, par exemple. En Amérique du Nord, c'est assez courant parce que le féminisme est assez influent, le féminisme radical. On va, par exemple, aussi accorder, si on tient une liste de tours de parole pour les personnes qui veulent parler, on va, par exemple, accorder la parole en priorité à la personne qui n'a pas encore parlé et pas à Robert qui vient de parler qui a pris 8 fois son tour de parole. Il peut y avoir des rituels inspirés des autochtones, par exemple, dont le bâton de la parole pour essayer de discipliner la parole, le calcul du temps, etc. Donc les groupes se donnent, comme nos institutions parlementaires ont des rituels. Et ces groupes-là... Et donc je reviens sur la question du pouvoir. Donc le pouvoir, ils en sont conscients. Et en s'inspirant de féministes, par exemple, ils vont distinguer la notion de pouvoir... ils vont distinguer le pouvoir sur, donc là on parle de domination, du pouvoir de. Donc évidemment, ce qu'on essaie de réduire, c'est le pouvoir sur, c'est le pouvoir de domination des uns sur les autres. Mais en fait, on veut justement, et c'est ça l'idée, de développer notre pouvoir d'agir. Et je pense que les démocrates, dans le sens où je l'entends ici, pensent que, en fait, quand on est à plusieurs, on a plus de pouvoir agir que quand on est tout seul.
et que l'Assemblée, formelle ou informelle, cette agora où on se réunit, c'est pas seulement pour parler, mais donc, comme je disais, c'est aussi pour s'organiser et pour agir. Et ça, c'est pas une négation, une évacuation de la question du pouvoir, c'est en fait une autre conception du pouvoir. Le pouvoir peut être considéré comme un pouvoir de domination, pouvoir sur les autres, ou un pouvoir d'action. Et ce pouvoir d'action, justement, la démocratie lui donne un moteur. Et donc, je finis là-dessus. Ton commentaire final sur la nation et le peuple, et la nation représentée et le peuple à l'agora, qui ne serait en fait lui aussi qu'une forme, qu'un idéal, en fait. Et donc, le peuple est aussi abstrait que la nation. Oui, et donc, oui, d'une certaine manière, ou en tout cas très certainement, la démocratie, comme je l'entends, c'est un idéal dans la mesure où, comme j'ai dit, ça ne sera jamais une égalité parfaite entre les membres, probablement. Pas probablement, en fait, je peux même dire certainement. Mais je ne suis pas sûr de te suivre sur la question de l'abstraction. Parce que le niveau d'abstraction au niveau de la nation, il est quand même impressionnant dans notre système politique. Évidemment, la nation, si on l'identifie aux gens qui ont la citoyenneté française, par exemple, ça, c'est pas une abstraction. Les démographes vont dire, ben on le sait, on a des listes, les gens ont des papiers d'identité, donc elle existe, cette nation-là. Donc ça, évidemment, c'est une réalité démographique, si on peut dire. Après ça, évidemment, on peut débattre qui devrait avoir la nationalité française, mais disons qu'il y a même une structure administrative qui permet d'identifier qui est national et qui ne l'est pas. Donc, dans ce sens-là, elle n'est pas abstraite. Évidemment, là où moi je considère, et je pense que tu le considères aussi, où elle est abstraite, c'est dans le processus de représentation, quand on va nous dire, par exemple, à l'Assemblée nationale, quand les députés sont réunis, c'est la nation elle-même qui est réunie. Là, c'est comme une sorte d'abstraction politique, c'est un principe politique, mais évidemment, tout le monde sait quand on dit ça, et les députés eux-mêmes, que la nation n'est pas réellement là. Ils sont les représentants de la nation, et là, effectivement, la nation monte en abstraction, et elle est dite penser, parler et agir par la voix de ses représentants, mais tout le monde sait bien que ce ne sont pas des chamans, on n'est pas dans la pensée magique, ce pas des totems, et qu'en fait, il y a un jeu d'abstraction et qu'il y a un déficit de réalité entre ce qui est dit et ce qui est vraiment fait par la nation. Je ne suis pas sûr, donc, pour terminer avec ça, que le peuple, il est aussi abstrait. Je pense que quand les gens se réunissent dans une réunion militante ou dans une réunion citoyenne ou dans une assemblée ou dans une agora, il y a vraiment des gens qui sont là. Évidemment, le problème, c'est un des problèmes que tu as mentionné tout à fait réel, c'est la question de l'altérité ou la question, on pourrait dire, de l'inclusion. C'est oui, mais est-ce que quelques personnes, c'est le peuple? Il faut rassembler combien de personnes pour avoir le peuple réellement présent? D'où ma boutade sur le Stade de France. On ne peut pas faire entrer tout le monde dans le Stade de France pour délibérer. Au Moyen-Âge, il y avait des assemblées d'habitants qui géraient les communes d'habitants. Et à l'époque, on disait 10 font le peuple. Le quorum, en fait, c'était pour l'assemblée d'habitants, c'était 10 habitants de la communauté, de la commune X, qui gérait les communs, la terre, etc. Et ils avaient besoin de 10 membres de la communauté pour que l'assemblée se tienne, pour que le peuple soit considéré comme réuni. Et évidemment, là, tu me diras, ah ben oui, ben voilà, elle est là l'abstraction, en fait, parce que les autres sont exclus et les autres ne sont pas là. Et puis, évidemment, il y a d'autres facteurs d'exclusion. On a parlé des femmes, on a parlé des jeunes, on a parlé des étrangers, etc. Et donc, là où je veux dire que ce n'est pas une abstraction au même point que la nation représentée, c'est que je suis bien conscient que ce peuple, ça reste un idéal, ça reste une abstraction, c'est-à-dire personne n'est nécessairement d'accord avec qui est le peuple, combien il faut, c'est quoi le décorum, est-ce que quand les personnes ne sont pas là, elles sont réellement liées à la décision, par exemple. La question de la tyrannie de la majorité, à laquelle tu ne vas pas trop faire référence, mais qui pourrait être aussi discutée. Et là, j'aurais envie de dire oui, mais à la différence de la nation représentée abstraitement par ceux qui se prétendent nos représentants à l'Assemblée, là, on a des gens réels. Et les gens réels qui sont là, ils peuvent justement disposer réellement, soit à travers la délibération, soit à travers les rapports de force, de ces questions. Et là, ça va débattre. Des fois, c'est par la délibération que la question de l'inclusion, de l'exclusion, du quorum, du décorum, le processus de prise de décision, etc., va être réglé. Et puis, des fois, ça sera par des rapports de force, que ce soit l'inclusion ou l'exclusion d'ailleurs. Et pour terminer vraiment avec ça,
c'est là où je peux faire finalement le lien avec la démocratie et l'anarchie, parce que tu as prétendu que j'étais anarchiste alors que je paye mes impôts. Et je travaille même pour une université d'État, donc c'est le comble. Juste pour vous dire, à l'UQAM, quand même, l'université où je suis, on est 1200 profs. Donc, il y en a un qui est venu il y a 10 ans, moi je viens, mais il y a plein d'autres profs qui ne sont pas du tout, aucune prétention à l'anarchisme. On est vraiment juste deux, en fait. Sauf qu'on aime beaucoup Montpellier. Et donc, là où on peut faire un parallèle, où on peut essayer d'arrimer ou voir comment on met en rapport la démocratie et l'anarchie, et je vais donc terminer avec ça. Effectivement, c'est sur cette question, je pense, avec laquelle tu as ouvert, sur la question du pouvoir, de l'inclusion, de la tyrannie de la majorité. Est-ce que la démocratie, c'est la même chose que l'anarchie? C'est effectivement une bonne question. Et souvent, en fait, les militantes anarchistes, on dira à propos de leur organisation, bien, ils pratiquent la démocratie directe, en fait. Les anarchistes pratiquent la démocratie directe. Donc, en fait, il y a une sorte de synonyme entre la démocratie et l'anarchie. Effectivement, les organisations anarchistes, souvent, fonctionnent par assemblée. Sauf que si je veux faire une distinction, là, c'est pas une distinction, là, du coup, c'est une distinction abstraite et conceptuelle et pas une distinction pratique et empirique sur ce qui se passe concrètement, parce qu'effectivement, des militantes anarchistes peuvent dire qu'ils pratiquent la démocratie directe. Mais si moi, je peux proposer une distinction entre démocratie et anarchie, effectivement, je dirais que la démocratie n'exclut pas l'exclusion, n'exclut pas des sortes d'injustices, de tyrannie de la majorité, par exemple, sur des minorités, des jeux de pouvoir consentis, disons, si on peut dire, dans le processus de décision, le vote, par exemple. Et comme je dis, là, c'est une considération, c'est des réflexions abstraites et conceptuelles, mais je pense que l'anarchie, justement, serait en fait ce qui serait anarchiste, en fait, serait une organisation où on n'essaierait pas tant d'aller chercher la majorité, parce que là, effectivement, il y a une domination de la majorité sur la minorité, mais qu'on essaierait d'aller chercher le consensus, et c'est pas facile, mais c'est une possibilité en politique, qu'on prendrait au sérieux la tension entre la liberté, la décision collective et la liberté individuelle, et en fait, en principe, parce qu'il y a des anarchistes sexistes, il y a des anarchistes racistes, il y a des anarchistes qui sont imbus d'eux-mêmes, qui parlent trop, moi par exemple, mais les anarchistes, en principe, sont contre toute forme de domination partout, tout le temps. Ce que le démocrate n'est pas nécessairement. Et là, évidemment, d'un point de vue historique, on peut revenir encore à Athènes, etc. Et donc là, disons, de la démocratie directe à laquelle on insufflerait de l'anarchie serait en fait le plus proche de mon idéal. Merci Francis. Alors,